Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous avez peut-être suivi cette série de vidéos à la rentrée de septembre à mi-octobre où je vous présentais les premières personnalités emblématiques du Grand Est de ma série de cette saison 1 de Jeanne d'Arc à Marcel Beach. Aujourd'hui, c'est pour mon grand retour en ce début janvier. J'ai regroupé ces 7 épisodes en une seule vidéo spéciale pour que vous puissiez tout découvrir d'un coup. Et ce n'est pas tout, parce qu'à partir du mercredi prochain à 18h, je reprends le rythme hebdomadaire avec de nouvelles personnalités à explorer et leurs histoires fascinantes. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour ce voyage à travers l'histoire et les grands noms du Grand Est. Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la découverte d'une figure emblématique de l'histoire de France, Jeanne d'Arc, qui est née à Domrémy dans les Vosges. Elle est une héroïne nationale, elle a marqué donc le Moyen-Âge par son courage et sa foi. Jeanne est née donc vers 1412 dans le petit village de Domrémy au cœur des Vosges et elle est issue d'une famille paysanne. Elle grandit dans un contexte de guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre et très jeune, Jeanne affirme entendre des voix qu'elle attribue à des saints. À 17 ans, convaincue que Dieu lui demande de libérer la France de l'occupation anglaise, elle se rend auprès du dauphin Charles VII. Sa foi, son énergie et son charisme impressionnent et elle obtient de conduire donc une armée vers Orléans. En 1429, Jeanne d'Arc joue un rôle décisif dans la levée du siège d'Orléans, un tournant majeur de la guerre. Grâce à elle, donc, le dauphin est couronné roi à Reims, ce qui renforce donc la légitimité de son pouvoir. Capturée par les Bourguignons, puis livrée aux Anglais, Jeanne est jugée pour hérésie et brûlée vive en 1431 à Rouen. À seulement 19 ans, sa mémoire devient donc un symbole fort du patriotisme et de résistance. Elle est canonisée en 1920. Voilà pour ce rapide portrait de Jeanne d'Arc, héroïne née dans les Vosges, donc dans le courage à changer l'histoire de France. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres figures emblématiques du Grand Est. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Robert Schumann, une figure clé de l'histoire européenne, souvent appelé le père de l'Europe. Né au Luxembourg et ayant vécu à Metz, il a profondément marqué la construction de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Robert Schumann est né donc en 1886 à Luxembourg, dans une famille bourgeoise. Après des études de droit, il s'engage donc en politique. Il devient Premier ministre en France et participe à la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale. Sa double culture franco-allemande lui donne une vision unique pour rapprocher ces deux nations longtemps en conflit. En 1950, Robert Schuman présente un projet ambitieux: mettre en commun la production du charbon et de l'acier entre la France, l'Allemagne et d'autres pays. Ce plan, appelé plan Schuman, c'est la première étape vers une Europe unie et pacifique. C'est la naissance de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'ancêtre de l'Union européenne. Grâce donc à Robert Schuman, l'Europe a évité de nouveaux conflits majeurs et s'est engagée dans une coopération durable. Son héritage est célébré chaque année le 9 mai, jour de l'Europe, et il est considéré comme un des pères fondateurs de la construction européenne, symbole de paix et d'unité. Merci d'avoir regardé donc cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres personnes historiques importantes. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle à la découverte d'un artiste strasbourgeois qui a marqué le monde de l'illustration. Gustave Doré, qui était illustrateur, graveur et peintre du 19e siècle. Il est surtout aussi connu pour ses œuvres emblématiques et ses illustrations puissantes qui ont traversé les âges. Gustave Doré est né donc en 1832 à Strasbourg, en Alsace. Très tôt, il montre un talent exceptionnel pour le dessin. À seulement 15 ans, il publie donc ses premières
illustrations et commence à se faire un nom. Doré quitte Strasbourg pour aller à Paris où sa carrière décolle rapidement grâce à son style précis et expressif. Doré est surtout célèbre donc pour ses illustrations de grandes œuvres littéraires que vous avez peut-être déjà entendues, la Divine Comédie de Dante, Don Quichotte de Cervantes, les Contes de Perrault ou encore la Bible. Ces gravures sont reconnues donc pour leur puissance dramatique, leur leur richesse de détails et leur atmosphère souvent sombre et fantastique. Il a réussi à donner vie au texte par ses images, influençant donc à jamais le monde de l'illustration. L'impact de Gustave Doré dépasse donc son époque. Ses œuvres continuent d'inspirer d'artistes cinéastes et illustrateurs modernes. Aujourd'hui, son héritage est célébré à Strasbourg et dans le monde entier, notamment grâce à ses œuvres conservées dans de grands musées donc et ses nombreuses rééditions. Merci d'avoir donc écouté et découvert avec moi la vie et l'œuvre de Gustave Doré. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de portraits d'artistes célèbres. À bientôt. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, direction Charmes dans les Vosges pour découvrir Maurice Barrès, l'écrivain et homme politique. C'est une figure centrale du nationalisme français. Il est né ici même le 17 août 19 août 1862 à Charmes. Il incarne donc les tensions de son temps, identitaire, égotiste et parfois contradictoire. Pour parler de sa jeunesse, Barrès grandit donc dans une Lorraine meurtrie par la défaite de 1870. C'est un enfant sensible, il souffre de la disparition partielle de sa patrie mosellane et cet attachement précoce à la terre et aux morts marquera sa pensée. Dans les années 1880, il publie la trilogie du culte du moi, notamment Sous l'œil des barbares, Un homme libre, Le jardin de Bérénice. Il théorise l'éloge du moi et de la sensibilité individuelle. Il est influencé par le boulangisme. Il est élu député de Nancy en 1889. Anti-Tréfusard radical, il fonde donc le journal La Cocarde en 1894 pour défendre son nationalisme lyrique et traditionnalisme. Entre 1887 et 1902, il publie donc la trilogie Le roman de l'énergie nationale. Les déracinés l'appellent aux soldats leur figure. Il promeut l'éthique de la fidélité au sol natal, l'engagement et le sacrifice à la nation. Élu à l'Académie française en 1906, il devint donc député de Paris et il dirigea la Ligue des Patriotes pendant la Première Guerre mondiale, défendant donc l'union sacrée et un patriotisme cocardier. Sa pensée antisémite s'estampe progressivement après 1906, mais son image reste marquée. Aujourd'hui, historiens et lecteurs lui reconnaissent tant un talent stylistique qu'une complexité intellectuelle trouble. Maurice Barrès, donc de Charmes à l'Académie, incarne donc un nationalisme littéraire et politique où centre le choc l'amour du moi, de la terre et de la communauté. C'est une figure de l'identité française dont l'héritage suscite toujours débat. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Sébastien Loeb, qui est né à Haguenau, en Bas-Rhin, le pilote français le plus titré du rallye. Sébastien Loeb, il est né donc le 26 février 1974 à Haguenau. Et donc, dès l'enfance, il excelle en gymnastique, où il a déjà gagné 4 titres régionaux en Alsace et un titre du Grand Est. En 1995, il veut du changement, donc il abandonne la gymnastique et le métier d'électricien pour se lancer dans le rallye. Et son objectif, c'est de trouver sa place donc sur le bitume. Il s'inscrit au rallye jeune, il se fait remarquer et rejoint donc la marque Citroën en 2002, après ses débuts prometteurs. Et dès 2003, donc sa première saison complète, il remporte Monte-Carlo.
Allemagne et San Remo, mais ils perdent donc le championnat d'un point. En 2004, il décroche son premier titre. Il enchaîne jusqu'en 2012 où il soit 9 titres mondiaux consécutifs, battant tous les records. Loeb détient donc 80 victoires en WRC, plus de 120 podiums, 939 victoires de spécial et environ 1778 points au total. Il est aussi donc le premier à remporter un rallye sur neige à WRC en Suède en tant que pilote non nordique. Après 2012, Loeb se retire du WRC à plein temps et se tourne vers d'autres défis. Endurance 24 heures du Mans, le WTCC, le Rallycross, Dakar, Bike Peak, record en 2013, et même Extreme E, où il remporte le titre en 2022. Il est né donc à Haguenau, passé par l'or des podiums mondiaux Sébastien Loeb, il incarne la réussite sportive française. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de portraits de légendes. Et merci et à bientôt. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vous emmène à Karlsberg en Alsace, où on va voyager pour vous raconter l'histoire d'un homme exceptionnel qui est né ici en 1875. Il s'appelle Ludwig Philipp Albert Schweitzer, connu à travers donc le monde comme médecin, théologien, musicien, philosophe, et qui a eu aussi un prix Nobel de la paix. Et Albert Schweitzer, qui est né le 14 janvier 1875 à Karlsberg, donc, alors en territoire allemand dans les années-là. Il grandit à Kempach, où son père était pasteur, et il étudie donc la théologie et la philosophie à Strasbourg, tout en se passionnant très tôt pour l'orgue et pour une personne qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. Il décide donc de tout quitter pour devenir médecin afin de fonder un hôpital en Afrique équatoriale, un projet qui le marquera à jamais. En 1913, diplômé donc en médecine, il part au Gabon fondant un hôpital à Lambaréné avec son épouse Hélène Schweitzer Preslow, elle-même formée comme infirmière, là où ils prennent en charge donc malades atteints de paludisme, lèpre et une autre affection tropicale. Durant la Première Guerre mondiale, en tant que citoyens allemands, ils furent interdits donc d'interner en France en 1914 à 1918, avant de pouvoir retourner donc à Lambaréné en 1924. Et il développe un peu des installations médicales solides et durables pour des milliers de patients, renforçant donc son engagement humanitaire. Sa philosophie repose donc sur la nation de référence pour la vie. Chaque être vivant mérite respect et compassion. Et en 1952, il reçoit donc le prix Nobel de la paix en reconnaissance de sa constance au service de l'humanité. Il utilise la somme du prix, environ 33 000 USD, pour financer une aile lébreuse dans son hôpital. Lors de son discours d'acception à Oslo en novembre 1954, il dénonça donc les dangers du nucléaire et appela donc au désarmement. Et Albert Schweitzer donc meurt le 4 septembre 1965 à Lambaréné à l'âge de 90 ans. Son œuvre inspire aujourd'hui de nombreuses institutions, notamment le centre Schweitzer à Karlsberg, qui est installé donc dans sa maison natale et qui est devenu un lieu de mémoire et de sensibilisation à la paix. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nouveau personnage célèbre du Grand Est,
aujourd'hui cap sur Longwy en Meurthe-et-Moselle pour découvrir donc l'histoire d'un homme qui a changé notre quotidien sans même qu'on y pense. Peut-être qu'il y en a qui vont le reconnaître du coup. Il s'appelle Marcel Beach, qui est l'industriel visionnaire à l'origine du célèbre stylo Bic. Cet homme est né donc en 1914 à Turin et Marcel Beach arrive en France jeune. Après des études de droit, il entre donc dans l'industrie et il travaille d'abord dans l'encre et les pièces d'écriture. En 1944, avec Édouard Buffard, il rachète donc une usine à Clichy pour fabriquer des pièces de stylo et c'est là que tout commence. En 1949, Marcel Beach découvre donc le stylo à billes qui a été inventé par un Hongrois, László Bíró, et il perfectionne le concept en misant sur la qualité, la simplicité, mais surtout le prix bas. En 1950, il lance donc le Bic Cristal, le premier stylo bille fiable, accessible, jetable et révolutionnaire. Le Bic devient vite un incontournable dans le bureau, les écoles, les maisons, parce que tout le monde, je pense peut-être qu'il y en a qui écoutent ce podcast, qui ont des stylos Bic. Dites-le moi en commentaire. Sa formule magique est un produit simple, efficace et à prix défiant toute concurrence. Le stylo Bic s'exporte donc dans le monde entier et c'est en 1953 que la marque Bic est officiellement déposée, tirée du nom de famille donc de Marcel Beach, mais sans le H pour éviter la mauvaise prononciation en anglais. Marcel Beach ne s'arrête pas là, il diversifie ses produits avec bien sûr des rasoirs, des briquets, toujours avec la même recette du succès. Il restera à la tête de l'entreprise jusqu'en 1994. Marcel Beach est décédé en 1994, mais son nom continue bien sûr de vivre à travers des milliards de stylos vendus à travers le globe. Et je vous remercie bien sûr d'avoir écouté ce portrait éclair d'un homme qui a transformé une idée simple en icône mondiale. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.